Chacune et chacun d'entre nous peut constater que la planète est sous pression. Les petites Antilles n'y font pas exception et la Guadeloupe, qui en fait partie, est également concernée. De par sa biodiversité unique au monde, avec des espèces qui sont endémiques et spécifiques à notre territoire, nous avons un rôle à jouer. Depuis 2016, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe s'est engagé dans une démarche spécifique. Il contribue à son niveau et sur son domaine, qui est extrêmement important sur le plan nautique et sur le plan terrestre, à mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui visent à préserver la biodiversité. Ces actions ciblent spécifiquement des milieux dits à enjeux forts, qui, de la terre vers la mer, concernent la forêt littorale, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens. Ces actions sont menées dans le cadre du programme Life Adapt Thailand, sous le cadre d'un comité scientifique qui permet d'améliorer les différents protocoles. Aujourd'hui, nous nous rendons sur le site des fermes coralliennes. Ici, il s'agit de cultiver du corail afin de pouvoir restaurer les récifs coralliens. Reya Guppy, doctorante spécialiste de l'Université de Trinidad et Tobago, va vérifier avec Malo Gardin et Thibaut Gay l'état des arbres à coraux. Ils doivent être régulièrement entretenus. But you can just see from the site, it has a lot of cyanobacteria, that reddish On the floor. fluff On the floor. on the floor. Yes. That's cyanobacteria. That's a sign of pollution and runoff. That's a common, very, very common sign. On the trees themselves, I was telling her when I just came up, some of the fragments are too large. They need to get harvested. The branches of the trees, if this is the branch of the tree. Here, you can do it with this one. Yes. I know you like to show Yes, I like the props. demonstration. Yeah, so if this is the branch there, you have a branch here, and this is constantly banging, so that will damage the thing. So if those can get harvested, or put maybe towards the bottom when you have more room, or prop them a little bit up. There was some of them that the lines were quite free and it rubs on the coral. So just to be a little careful on that. And there's starting to be, and you said you were here 4 days ago, a lot of tough, what we call tough algae, the very fluffy stuff. Those should get pulled out because that will overgrow your corals very, very much. Souvent, c'est les coraux du dessous. Ouais, c'est Donc ceux qui peut-être sont avec en bas. moins de lumière qui sont blancs. Ouais. C'est souvent les lignes dans notre C'est tout en bas, ouais. To cause that, no. Light will make a different reaction to the corals, but it could be if there is is this site, let me ask, is this site one where you get a lot of fresh water? What do you mean fresh water? With new tides and... Like rainwater or from runoff? Is this a site where you get a lot of low saline water? Especially when it's on the bottom. I wouldn't know, I will ask them. Okay. Est-ce que ce site, c'est un site où il pleut suffisamment pour que l'eau se renouvelle et qu'on ait de l'eau non salée, non alcaline It didn't taste salty. Ça peut arriver que pendant les fortes pluies, ça ruisselle en fait sur des montagnes là par là. Et en fait, on a une grosse couche d'eau douce en surface. Des fois, ça peut aller jusqu'à 1 mètre, Ouais, même 2 mètres, facile. 2 mètres d'eau douce en surface. Et après, c'est plus d'eau trouble. relativement douce. Après, c'est trouble et après, on retrouve de l'eau salée. Mais on a cette différence eau douce, eau salée. Corals don't like I see. low salt. They like, I don't know what the PPT is here, it's low compared to what we were at C'est quoi le yesterday. pH ici? It's like if you, Parce qu'elle dit qu'elle pense que comparé au site de transplantation, Différent. rien qu'au goût, oui. Ah oui. corals like low nutrients, higher salinity.
Here, It's a lot of nutrients. a lot of and, nutrients and low salinity. So I'm surprised these are doing as well I see. as they are. Because yesterday, where we dove, it was much more saline, more salty. Elle était beaucoup plus salée. Là-bas, ouais, sur le site de transportation. Au laboratoire de biologie marine, nous retrouvons Charlotte Dromard et Claude Bouchon. Ils suivent de près ces expériences menées sur le terrain. On peut travailler directement sur les caractéristiques reproductives du corail. Et dans ce cas-là, on peut avoir deux possibilités, une reproduction dite sexuée et une reproduction dite asexuée. Et en fait, en restauration corallienne, on peut utiliser ces deux modes de reproduction. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un animal qui peut à la fois émettre des bourgeons, un peu comme une plante. Dans ce cas-là, on va pratiquer, comme du jardinage, un système de bouturage. Donc on prélève un fragment qu'on va faire grossir et qu'on va réimplanter ensuite dans le milieu. Et on peut utiliser en parallèle la reproduction sexuée, c'est-à-dire que cet animal, il va émettre des gamètes, des spermatozoïdes et des ovules, qu'on va pouvoir récupérer, pratiquer une fécondation in vitro, pour ensuite réimplanter des jeunes larves de corail. La différence entre ces différentes méthodes qui utilisent la reproduction asexuée ou sexuée, c'est le brassage génétique. Si je fais du bouturage, je vais utiliser un fragment d'une colonie et je vais créer un clone. Donc je ne vais pas avoir de diversité génétique sur mon site de restauration. Si j'utilise les gamètes, j'ai une fécondation, donc j'ai des nouveaux individus qui sont uniques. Ça permet d'avoir une certaine diversité, voire des individus qui seraient peut-être plus résistants. Enfin, c'est le principe de la sélection naturelle. Le problème par rapport à la reproduction sexuée et la restauration associée à cette méthode, c'est tout le développement au niveau de la recherche fondamentale. Donc on connaît plus ou moins bien les moments où ont lieu ces épisodes de reproduction, donc qui sont vraiment ponctuels dans l'année. Ils sont en fonction de la température de l'eau, de la lune. Donc on arrive à identifier le moment où on peut capter les œufs. Et ensuite, il y a tout un aspect plus expérimental en laboratoire pour maintenir ces cellules œufs, en fait, ces jeunes individus qui viennent d'être issus de la fécondation, de les maintenir en vie et de les amener à se multiplier. C'est important de développer des projets de recherche du type Life Adapt Island parce que ça permet de se focaliser sur des espèces locales. Donc on a un certain nombre de publications qui s'intéressent à des méthodes de restauration, mais par exemple dans le Pacifique ou sur des espèces qui viennent d'autres océans. Sur des projets tels que Life Adapt Island, on s'intéresse à des espèces locales et qui seront donc adaptées à cette méthodologie. Donc il y a un aspect de développement de la méthode de façon à ce que ça soit le plus adapté possible pour nos écosystèmes de Guadeloupe en priorité et puis de la Caraïbe puisqu'on va pouvoir étendre, j'imagine, cette méthodologie au-delà de l'archipel guadeloupéen. À l'entrée de la rade de Pointe-à-Pitre, aux abords de l'île des Cochons, les herbiers marins sont sous haute surveillance. À la faveur de suivis réguliers, ils sont inventoriés. Ces travaux ont mis en avant l'action destructrice des ancres des nombreux bateaux au mouillage. Pour limiter la pression associée au mouillage sauvage et dans le cadre du projet Life Adapt Island, le Grand Port Maritime a donc décidé d'installer des éco-mouillages sur cette zone. Jérôme vient vérifier que tout se passe comme prévu.
important. Welcome on board. Sur quelle zone tu interviens aujourd'hui? Alors la zone 2, la zone 4 est terminée, elle a été terminée hier. Les 38, ouais. Les 38 sont posés, affirmatifs, et on attaque la zone 2 là aujourd'hui. Donc ok. La zone 2, donc la zone la plus à l'est. Donc là il y en a 25 à poser. Il y en a 15 de mémoire sur la zone 2. 15 ouais, 15. Et ensuite on attaquera le balisage, la zone 3 je pense. Avec les éco-récifs. Ok, très bien. La cadence du jour, tu vas en poser combien? Eh bien écoutez, là, on arrive à en poser toutes les 45 minutes. Si on n'a pas de soucis, s'il n'y a rien qui coince, on espère en faire au moins 6 aujourd'hui. D'accord, parfait. Des corps morts, équipés de bouées et soutenus par d'énormes flotteurs, vont être tractés par bateau. Voilà, on va sur zone, je vais m'approcher, j'ai la distance du point, là en bas sur ma carte. Donc arrivé à 100 mètres du point, on va réduire la vitesse, le plongeur va se préparer et on va se positionner face au vent, toujours, à la manœuvre. Et le plongeur ira à l'eau quand je lui donnerai le signal. La passe, elle est là, il n'y en a qu'une, et c'est ici précisément, où j'ai au moins 4 mètres d'eau partout. D'accord. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ça me fait dégager directement sur la zone. Donc tu n'as plus de contraintes marée, quoi? Non, j'ai plus de contraintes de marée, ce qui n'était pas le cas sur la première semaine. Ouais, donc tu vois, moi, pour me positionner, je place mon point, tu vois, et je me fais une petite règle de 20 mètres. Donc, je regarde un peu l'axe du vent. Là, le vent il est un peu plus comme ça. Je vais tracer un petit truc de 20 mètres, ici un repère. Pour que quand mon bateau va arriver sur zone. Mais tu te mets au vent et après tu dérives naturellement. J'ai un repère. Non, c'est vraiment en arrivant, je viens me placer, je déborde le point de 5, 6, 7 mètres. Tu vois, tu vas voir, on voit très bien le positionnement du bateau par rapport au point, oui. et le positionnement du corps mort également par rapport au bateau. D'accord. Une fois le bateau arrivé sur le point GPS exact de l'implantation de la bouée de mouillage, le plongeur se met en action. C'est lui qui procédera au largage du corps mort. Puis le bateau revient au chantier récupérer un autre dispositif. Ces rotations dureront autant de fois que nécessaire pour installer les 75 mouillages prévus sur cette zone. Les actions du LIFE complètent la démarche environnementale intégrée menée par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe sur l'ensemble de sa circonscription. On a mis en place des éco-récifs au niveau de Petit Havre il y a 2 ans. Et donc il y a un suivi biologique qui est en place pour voir la repopulation de cet éco-récif. Et actuellement, on est en train de revaloriser d'un point de vue environnemental nos infrastructures au niveau du port de Basse-Terre, avec la démolition de l'appontement vedette et la mise en place d'éco-récifs et également d'herbiers biomimétiques. Sur Marie-Galante, il est prévu la mise en place d'un sentier sous-marin au niveau de notre circonscription à Foilance, avec la mise en place de 2 bouées pédagogiques qui permettront donc sur la base d'une évolution sous-marine, entre guillemets, sur du snorkeling, de découvrir les herbiers et la vie qui est autour des herbiers. C'est mieux faire connaître pour mieux protéger la nature et les biocénoses qui seront présentes dans le port. Autre milieu qui fait l'objet de travaux de restauration, la mangrove. Cet espace naturel sert de zone tampon entre les milieux terrestres et maritimes. Dans le cadre de Life Adapt Island, un vaste projet de réhabilitation est mené sur la zone industrielle de Jarry. Janice Beuve et Félix Lurel se rendent sur un premier site de replantation. Comme tu peux le voir, cette partie-là a encore des remblais, hein, et tu vois bien quelles espèces qui
qui s'introduisent, hein, l'herbe de Guinée. Bien sûr, ouais. Et tandis que ici, quand on se rapproche ici, tu verras la partie qu'on a déblayée en fin 2021. La différence déjà au niveau du sol. Un sacré travail. Et on a créé aussi la mare. Ben oui, c'est et donc ça, du coup, on a permis à l'eau de... Petite retenue d'eau. Voilà, de revenir un peu sur le site. Ouais. Tu as vu la régénération naturelle qui s'opère? Oui, énormément de petits palétuviers blancs et palétuviers noirs. Regarde tous les crabes là. Oui, on voit. Et tous ces petits trous là, ce sont des crabes. Des crabes qui font d'ailleurs un travail de renouvellement. D'aération du sol. D'aération aussi du sol. Tiens, voilà encore un autre palétuvier. Voilà, toute une belle germination. Ah tiens, regarde là, tu as un rhizophora. Une propagule qui s'est implantée toute seule. Mais oui. Ouais, on fait attention de ne pas piétiner cette régénération. Regarde. Ah, elle fait déjà 22 cm. Hein. Et tout autour de la mare, on a un tapis de plantules similaires, mélangées avec les trois espèces. Les conditions sont assez favorables pour la régénération. Hop. Ah, très bien. Sur ce site, des travaux de déblaiement ont été nécessaires. Les matériaux vont faire l'objet d'analyses avant d'être enlevés afin d'éviter tout risque de contamination. Après avoir fait les déblaiements, donc on a restauré les paramètres du milieu. D'accord. Après, on peut se permettre de faire quelques plantations sur le site en appui de la régénération naturelle qu'on a observée. Voilà, histoire d'amorcer, d'accélérer un peu le processus. On les voit là. Samedi dernier, on a invité les gens à venir avec nous sur le site pour planter des palétuviers. Ceux-là, par exemple. Voilà, ceux-ci. Ils sont grands, ils font déjà 30 cm. Hein. Donc ces palétuviers-là avaient été cultivés dans notre pépinière. Oui. Et les gens, avec leurs enfants, ont pu venir sur le site découvrir un peu cet écosystème qui reste quand même assez méconnu. Oui. Et ils ont pu transplanter des palétuviers. Regarde celui-ci, c'est le plus âgé. Il a combien de feuilles déjà là? Plus d'une dizaine. Hein. Comme tu peux le voir, il est en excellente santé et il a très bien survécu à la transplantation. 4. Donc du coup, ce site-là, c'est une zone, c'est un petit poumon vert à l'intérieur de Jarry. Donc comme tu peux le voir, les transplantations se sont bien déroulées. Oui. Et on espère que sur la suite du projet, on cultive un peu ce petit poumon vert et qu'on le préserve au sein de cette zone industrielle. Tout à fait. Donc là, ils sont à peu près à 1,50 m, moins de 2 mètres, hein, les plantations. 1,50 m espacés les uns des autres. Et donc là, il y a la régénération naturelle qui vient aussi compléter. Et de fait, ça va repartir donc très vite. Et donc, de toute façon, cette régénération naturelle, elle est favorisée et elle sera automatique avec tous ces semenciers ici qui font déjà 12 mètres, 15 mètres. Et là, on a toutes les espèces. Hein. On trouve le mangle blanc, là, la guincularia. Celui-là, c'est quoi? C'est du Conocarpus qu'on voit là, non? Oui. Du Conocarpus, ça fait 2 espèces. On va trouver là-bas, on retrouve du palétuvier Avicennia germinans. 3e espèce. Et le palétuvier rouge, on le retrouve un peu comme plus de ce Voilà. côté-là. 4e espèce. Donc c'est les 4 espèces cibles du projet Life Adapted. C'est les espèces cibles du projet, d'accord. Donc tout ça va favoriser le cadre de vie pour donc tous ces riverains, voilà, et ils seront aussi sensibilisés à cette richesse. Un peu plus loin, sur un autre site, toujours au cœur de la zone industrielle, un projet sur plus de 4 hectares vise à réhabiliter une véritable forêt. Ici, la mangrove est gravement dégradée. Des déchets de toutes sortes impactent fortement le milieu et il est important de mener des opérations de déblaiement de grande envergure. Les analyses de pollution du sol seront réalisées afin de connaître la filière de traitement adaptée pour les terres excavées. Dans l'attente, les terres sont stockées sur site. Mais des ennemis plus pernicieux sont aussi à l'œuvre, comme ces herbes de Guinée, qui sont en fait des espèces envahissantes et qu'il convient d'arracher.
La préservation de notre environnement est un enjeu majeur et à travers des actions telles que celles menées dans le cadre de Life Adapt Island, le grand port maritime entend être pionnier et exemplaire en matière de gestion de ses espaces naturels ainsi que dans l'adaptation au changement climatique.